Bienvenue dans ce nouveau workshop consacré à la lettre d'intention qui est une étape cruciale dans la reprise d'une entreprise. Pour en parler, deux avocats du cabinet Calino David, Guillaume David et Geoffrey Malocena. Bonjour. Bonjour Sébastien. Guillaume, Geoffrey, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Ouais, bonjour à tous, donc Guillaume David, moi je suis avocat depuis 18 ans, spécialisé dans la transmission d'entreprise, fondateur du cabinet Calino David Avocat. On est un cabinet à taille humaine où il y en a une dizaine d'avocats, expert comme on dit au CERA depuis 13 ou 14 ans maintenant, et on conseille extrêmement régulièrement des repreneurs, personnes physiques ou des cédants de TPE, PME ou PMI entre 500 000 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un peu partout en France, puisqu'on a à la fois un cabinet à Paris et un cabinet à Bordeaux, mais on intervient partout en France. Et on réalise à peu près une cinquantaine d'opérations par an dans tous les secteurs d'activité, aussi bien l'industrie, les services, les nouvelles technologies, le bâtiment, etc. Voilà. Et donc c'est avec grand plaisir qu'on accompagne tous ces repreneurs et ces cédants et qu'on rédige pour eux notamment la lettre d'intention. On va en parler dans un instant. D'abord quelques mots, Geoffrey, sur vous. Guillaume a bien présenté. Moi, je suis avocat depuis une quinzaine d'années, associé avec Guillaume et Frédéric depuis de nombreuses années maintenant, et également cœur de métier, accompagnement à la reprise et à la cession. On intervient aussi bien avec Guillaume côté repreneur que côté cédant, ce qui est un vrai plus puisqu'on connaît la philosophie des cédants et notamment dans la lettre d'intention. Ça aide de comprendre leurs préoccupations et de sensibiliser aussi nos clients à ce niveau-là sur les choses qui sont acceptables ou moins acceptables. Donc on va en parler. Oui, rappelez-nous d'abord en quoi consiste précisément cette lettre d'intention qu'on appelle aussi LOI, en tout cas que les avocats appellent ainsi. Exactement. Alors pourquoi on appelle ça une LOI? En fait, c'est un anglicisme qui signifie Letter of Intent, donc lettre d'intention. Donc c'est tout simplement la traduction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la LOI, c'est le terme qu'on emploie le plus fréquemment dans le monde de la transmission. Concrètement, qu'est-ce que c'est que cette lettre d'intention ou cette LOI? C'est un document qui émane du repreneur, qui est rédigé soit par le repreneur lui-même, soit par ses conseils, on va le voir juste après, et qui matérialise l'accord des parties, donc du repreneur et du cédant, sur les principaux points de négociation de l'opération de cession. Donc on va le voir, on détaillera juste après, mais la valorisation, les conditions suspensives, le calendrier, les conditions d'accompagnement du cédant. Et c'est vraiment, nous on compare ça vraiment avec Geoffrey aux fondations, vraiment c'est l'acte fondateur de l'opération de reprise, un peu comme les fondations, j'allais dire, d'une maison, et ce qui fait que si les fondations d'une maison sont pas très bien faites, la maison risque d'être un peu branlante, si vous me passez l'expression, et pour la reprise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si la lettre d'intention n'est pas très bien rédigée, après, pour la suite des négociations, ça peut devenir vraiment compliqué avec le cédant. Alors, on le verra, même si juridiquement, la lettre d'intention n'est pas très engageante en ce sens que même si elle a été signée à la fois par le cédant et par le repreneur, chacune des parties pourrait se sortir de ces négociations. Dans l'esprit vraiment des parties, notamment du cédant, ce qui est gravé et inscrit dans la lettre d'intention, c'est vraiment entre guillemets gravé dans le marbre. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment, on le dit, un élément, une étape cruciale pour la reprise. Ouais, étape cruciale, vous parliez de fondation, ça veut dire que la rédaction de cette LOI, elle est indispensable à vos yeux? Oui, pour nous, elle est vraiment indispensable. Il ne faut pas passer à côté, à la fois sur le plan juridique et sur le plan pratique. Pratique parce que ça va être un gain de temps derrière. Le piège de ne pas faire de lettre d'intention et de vouloir avancer directement sur le protocole ou sur les audits, c'est de passer à côté sur des choses où on serait peut-être pas d'accord. Et comme le disait Guillaume, la lettre d'intention, c'est les fondations. Donc le but, c'est de cristalliser, comme quoi acheteur et vendeur, nous sommes d'accord sur les principales caractéristiques. Et donc derrière, on se dit, ok, on a validé les principaux points. Après, on va rentrer dans le détail dans un deuxième temps, mais déjà, on sait qu'on est d'accord sur les principaux points, on peut avancer. Donc c'est en cela que c'est vraiment important. Après, sur le plan plus juridique et processus d'acquisition, elle va être très importante parce que cette LOI, qui va quand même être assez complète, assez développée, va permettre aux repreneurs deux choses très importantes. La première, ça va être un support pour commencer à aller déjà voir les banques dès la signature et prendre, j'ai envie de dire, la température. Est-ce que les banques vont être prêtes à suivre? Est-ce qu'elles marquent un intérêt? Ou si dès le départ, elles disent non, là, le dossier, on risque de pas suivre. Donc ça, c'est un premier élément. Et deuxième point très important, la LOI, pour l'acquéreur, ça va être d'obtenir l'exclusivité. C'est-à-dire qu'il obtient une durée pendant laquelle le vendeur va ne discuter qu'avec lui et personne d'autre. Et il va mettre à profit cette période-là pour avancer et tâcher de concrétiser l'opération. Donc c'est en cela que la LOI, c'est à la fois de manière pratique très importante, mais également sur le plan juridique pour avancer avec les banques en toute sérénité grâce à l'exclusivité.
À quel moment est-ce qu'on prend la plume pour rédiger cette LOI ? Alors, il n'y a pas de règle en la matière, c'est-à-dire que là, il faut avoir conscience que le processus de cession, d'une manière générale, et notamment la lettre d'intention, en fait, ça n'est que du contractuel, ça n'est que de la négociation. Donc, on ne va pas trouver dans le code civil ou dans le code de commerce des articles disant qu'il faut rédiger la lettre d'intention à tel moment, ou que la lettre d'intention doit contenir tel ou tel article. Idéalement, alors là, je vous dis aussi dans un monde idéal, mais il faut savoir que chaque reprise et chaque opération de transmission est vraiment unique. C'est bien de rédiger la lettre d'intention au bout de 2 ou 3 rencontres avec le cédant de l'entreprise, idéalement après avoir pu visiter les locaux de l'entreprise. Mais encore une fois, ça c'est la théorie. En pratique, on est parfois contraint quand je dis on est contraint, où le repreneur doit rédiger sa lettre d'intention plus rapidement. Je prends un exemple très concret qu'on a vécu assez récemment avec Geoffrey, où le dossier était ce qu'on appelait intermédié, c'est-à-dire que le dirigeant de l'entreprise avait fait appel à un cabinet de conseil pour le mandater et trouver un repreneur. Et ce cabinet de conseil avait vraiment verrouillé l'opération et notre client repreneur a été contraint, si je puis dire encore, de rédiger une lettre d'intention alors qu'il n'avait pas rencontré le cédant. Il l'avait simplement eu au téléphone et ils avaient pu faire une visioconférence avec l'intermédiaire qui restait toujours présent et il n'avait pas pu visiter les locaux. Et pourquoi on a été contraint de faire ça ? C'est parce que non seulement c'était l'intermédiaire qui avait formaliser le processus de reprise, donc on était obligé en fait de s'y soumettre. Et en plus, comme on était arrivé un petit peu tard dans le processus, le cédant avait déjà reçu d'autres lettres d'intention, donc on a été obligé vraiment de faire ça un petit peu en urgence. Bon, après encore une fois, on est là pour faire du sur-mesure, on s'adapte à ce type de situation, donc on fait notre maximum. Et là, il se trouve qu'en plus ça s'est très bien terminé puisque la lettre d'intention a été signée au profit de notre client. Mais encore une fois, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de règle. Donc, idéalement, et ce qu'on peut conseiller effectivement aux repreneurs, c'est d'attendre quand même d'avoir rencontré le cédant 2-3 fois, d'avoir parlé vraiment de l'activité de l'entreprise. Ce qu'on dit à nos clients, c'est, avant même de parler d'argent, c'est est-ce que vous voyez prendre et venir tous les matins dans les locaux de l'entreprise et vous installer à la place du dirigeant. Ça, c'est vraiment très très important. Et puis à ce moment-là, on commence à rédiger quand il y a un accord où idéalement soit sur le prix, au moins sur une fourchette de prix et sur les principales conditions de la transaction. Sinon, très sincèrement, ça sert à rien de vouloir se précipiter à rédiger une lettre d'intention qui serait bâclée, qui ne contiendrait pas tous les éléments, parce que derrière, on prendrait le risque effectivement d'avoir des points d'achoppement sur d'autres sujets. Donc voilà, d'où je vous le dis, en résumé, au bout de 2-3 rencontres et une visite des locaux si c'est possible. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et dans le détail sur cette fameuse LOI. Quels sont les points abordés, les principaux points abordés ? On commence avec vous, Geoffrey. Alors, les points sont nombreux. On va vous en parler avec Guillaume. L'idée, c'est vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, d'évoquer tous les éléments majeurs de l'opération pour s'assurer qu'on est d'accord sur les points de principe. Un élément très important qui n'a rien de juridique, et on peut se dire que ce n'est pas très important, c'est la présentation du repreneur. Présentation de son expérience, de ses qualités, aussi bien professionnelles que personnelles, et de son projet. Et là, on est dans toute la dimension de la reprise d'une PME, d'une TPE. Il y a un jeu de séduction. C'est-à-dire que le vendeur, au niveau d'une TPE-PME, lorsqu'il vend son entreprise, il vend un petit peu son enfant, son bébé, il est très attaché à l'entreprise, et donc il va accorder énormément d'importance au repreneur, à son profil, à ses qualités, parce que il n'y a pas que le prix pour lui. Alors, il ne faut pas un prix dérisoire, mais au-delà du prix, c'est la pérennité de son entreprise et que ses équipes soient bien traitées et conserver les mêmes valeurs. Donc c'est pour ça. Ça veut dire que dans cette lettre, il y a aussi une partie de la vie du repreneur, en tout cas son parcours, des éléments de sa personnalité, c'est ça ? Tout à fait. Et on a des anecdotes comme ça avec Guillaume sur un dossier où notre client repreneur avait travaillé pendant pas mal d'années dans l'armée, avait une formation militaire, et on avait appuyé dans son parcours cet aspect militaire. On peut se dire pourquoi ça n'a pas d'intérêt, c'est une entreprise qui était dans le domaine du bâtiment. Et on s'est rendu compte que ce petit point de détail avait été très important pour le vendeur, parce que pour lui, militaire, sérieux, rigueur, parole. Et ça a été un des éléments, pas le seul, mais qui a beaucoup joué dans la balance, dans son choix. Donc vraiment accorder beaucoup d'importance à la présentation du repreneur, mais également au projet. Ce que je vous disais tout à l'heure, le vendeur, il vend son entreprise, il vend son enfant et il veut se dire, est-ce que les parents vont être bien et comment il va être éduqué ? Et donc là, il faut présenter votre projet. Et c'est important que notre client repreneur ait pu échanger avec le vendeur, puisque là, on va faire du sur-mesure. Si on a un vendeur qui présente son modèle de société comme étant quasiment sur mesure, parfait, sans ne rien changer. On va éviter dans le projet
qui est donné de dire on va changer telle chose, au risque de froisser le vendeur. À l'inverse, notre client nous dit parfois mais j'ai échangé avec le vendeur, il a un certain âge et il me dit que il y a plein de choses qu'il aimerait faire, mais il a 62, 65 ans, et il est fatigué, ce qui est normal, et il le fait pas. Et là justement, notre client, on va l'aider à mettre en avant tous ces projets futurs qu'il voudrait développer pour que le vendeur se dise c'est la bonne personne, c'est ce que moi j'aurais fait si j'avais 20 ans de moins. Donc vous voyez, des éléments qui ne sont pas juridiques stricto sensu, qui ne visent pas la reprise, mais qui sont vraiment importants dans cette relation de confiance à nouer, à maintenir avec le vendeur pour pouvoir avancer. Effectivement, on ne s'attendait pas forcément à ça. Ça veut dire que dans cette lettre d'intention, il y a la motivation, vous l'avez dit, la personnalité et le projet. Et les autres points, alors, Guillaume ? Alors, la question, c'est de savoir aussi qui va acquérir. Donc, on va aborder dans la lettre d'intention la notion de... Alors, quand on parle de l'acquéreur, c'est non pas l'acquéreur personne physique, puisqu'il se sera déjà présenté dans un paragraphe précédent, mais d'indiquer que l'acquéreur va créer ce qu'on appelle une holding de reprise. Donc, on va indiquer que c'est la holding de reprise qui va racheter la société cible. C'est également dans ce paragraphe qu'on va indiquer si le repreneur souhaite que le cédant, le cas échéant, réinvestisse dans la holding de reprise ou conserve une partie du capital. L'intérêt pour le cédant étant multiple, c'est-à-dire que à la fois si le cédant réinvestit, ça veut dire que le repreneur aura un petit peu moins d'argent à mettre, et notamment s'il a un montant d'apport personnel un petit peu faible, ça permettra de compléter cet apport. Ça permet également de rassurer, ça c'est un point vraiment crucial, le fait que le cédant reste au capital, de rassurer les salariés, de rassurer le banquier, de rassurer les clients et les fournisseurs. Donc ça c'est vraiment un point important. Donc on ne dit pas à nos clients repreneurs qu'il faut absolument conserver le cédant au capital de l'entreprise ou faire en sorte que le cédant investisse au capital de la holding de reprise, mais en tout cas on lui dit posez-vous la question de l'opportunité de poser la question au cédant. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, autre point, on indique également dans ce paragraphe, le cas échéant, si des salariés clés de l'entreprise souhaitent ou pas réinvestir au capital de l'entreprise. Et ça aussi, et Geoffrey en parlait tout à l'heure quand il disait que le dirigeant cède un petit peu son enfant, il y a un point très important souvent chez les cédants, c'est la pérennité de l'emploi. Et le fait du coup de motiver les salariés clés, de les faire monter au capital, ça peut être là aussi un critère de sélection pour certains cédants. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important de l'indiquer dans la lettre d'intention. Ouais, ça veut dire que tout à l'heure vous disiez qu'avant une lettre d'intention, on rencontre souvent 2 ou 3 fois le cédant, mais ça veut dire qu'il faut aussi rencontrer les salariés, surtout s'ils doivent monter dans le capital. Et alors là, Sébastien, vous mettez le doigt sur un point vraiment particulier, c'est-à-dire que c'est tout le problème de la confidentialité en fait de la cession, parce qu'on a souvent des dirigeants qui souhaitent vendre, mais qui n'ébruitent pas du tout cette cession, notamment auprès de leurs salariés, pour éviter de mettre entre guillemets un peu le fouillis. Comment on fait alors dans ces cas-là ? Alors il faut vraiment trouver un juste équilibre. Et là aussi, c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire qu'on a des cédants qui prennent leur retraite et qui, de manière très transparente, annoncent à leurs salariés plusieurs mois à l'avance qu'ils vont mettre leur entreprise en vente et que du coup, ils seraient à même de rencontrer plusieurs repreneurs potentiels, et donc ils demandent aux salariés clés si potentiellement ils voudraient investir. Donc ça, c'est, j'allais dire, l'exemple le plus parfait pour un repreneur, parce qu'on a un cédant qui joue la carte de la transparence. Et à l'inverse, on a des cédants, et on peut parfaitement le comprendre, qui ne disent rien à leurs salariés, et on le verra un peu plus loin, on a ce qu'on appelle la loi Hamon, une obligation d'information des salariés préalablement à la cession. Donc des cédants qui ne parlent pas. Et donc on a parfois des repreneurs qui sont un petit peu aussi frustrés parce qu'ils aimeraient pouvoir rencontrer ces salariés clés, mais ils ne le peuvent pas. Et donc quand on a un repreneur qui souhaite en plus faire monter au capital un salarié clé, ce qui se passe fréquemment, en réalité, c'est qu'il achète la société, et c'est uniquement au bout de plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans, que le salarié clé peut monter au capital de l'entreprise. Alors, vous avez évoqué effectivement le côté qui va acquérir l'entreprise, donc holding ou pas, et puis les autres points alors. Alors, il y a quand même un point crucial dans la lettre d'intention, c'est la valorisation. Bien évidemment, c'est un peu, le nerf de la guerre. Donc, dans la valorisation, il suffit pas de se contenter de mettre un chiffre en disant, je prends un exemple tout simple, en disant, je vous propose d'acheter votre société 1 million d'euros. Pourquoi ? Parce que ça veut dire quoi, ce 1 million d'euros ? Et ça comprend quoi ? Il faut avoir en tête que dans une valorisation d'entreprise, on a ce qu'on appelle la valeur d'exploitation, la valeur d'entreprise, et puis on peut avoir aussi dans des entreprises beaucoup de trésorerie.
Donc quand on indique, si je reprends mon exemple, le prix de cession est d'1 million d'euros, il faut indiquer si ça comprend toute la trésorerie ou pas. Donc ça, c'est un premier point. Ce qui est important aussi d'indiquer, c'est, là aussi je prends un exemple très concret, si on se trouve en milieu d'année, ce million d'euros, est-ce que c'est fondé uniquement sur la base des derniers bilans ou est-ce que c'est 1 million d'euros au jour de la cession? Ce qui veut dire que entre le dernier bilan et le jour de la cession, il y a plusieurs mois qui se sont écoulés, et donc le résultat de l'entreprise de ces mois, est-ce qu'il est inclus dans le prix d'1 million, donc est-ce que c'est un cadeau entre guillemets pour le repreneur, ou est-ce que ce résultat viendrait en plus du million d'euros. Donc vous voyez, c'est vraiment très très important de préciser, et dans la lettre d'intention, on insiste bien auprès de nos clients, d'indiquer exactement à quoi correspond le prix d'acquisition qui est proposé. Un autre exemple très courant, on a souvent ce qu'on appelle dans les bilans de société un compte courant d'associé. Donc le compte courant d'associé, c'est de l'argent qui a été prêté par l'associé à la société. Et là aussi, est-ce que cette valorisation d'1 million d'euros, est-ce que ça comprend le compte courant qui figure au passif de la société ou pas? Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut vraiment, enfin c'est un exercice de précision, la lettre d'intention. Donc pour la valorisation, c'est vraiment important. Ensuite, ce qui convient aussi de préciser, c'est ce qu'on appelle les modalités de règlement. C'est-à-dire que, est-ce que ce million d'euros, est-ce qu'il va être payé tout de suite, ou est-ce que le repreneur va solliciter ce qu'on appelle un crédit vendeur? Donc un crédit vendeur, comme son nom l'indique, c'est le cédant qui fait crédit d'une partie du prix au repreneur. Donc s'il a, vous voyez, dans cet exemple de valorisation d'1 million d'euros, on pourrait parfaitement prévoir que l'acquéreur paye 900 000 euros tout de suite et que le cédant lui fasse crédit de 100 000 euros qui sera réglé sur 1, 2 ou 3 ans. Si, vous voyez, ce qui est le cas aujourd'hui, on va y revenir après, mais les conditions de financement se durcissent depuis quelques mois. Et puis on peut également prévoir d'autres modalités de règlement avec ce qu'on appelle un complément de prix ou un ajustement de prix. C'est-à-dire qu'un complément de prix, vous voyez, on part sur 1 million d'euros et puis pour j'allais dire, améliorer un peu l'offre, on peut indiquer au cédant que cette offre d'1 million d'euros sera améliorée d'un complément de prix de 100 000 euros si la société augmente ses résultats, ou si par exemple on a le cas aujourd'hui dans un dossier d'une société qui est très dépendante d'un client qui fait plus de 50% de son chiffre d'affaires, et à ce moment-là on peut prévoir qu'il y a un complément de prix si dans 1 an ou 2 ans ce fameux client reste client de la société pour être sûr que le chiffre d'affaires et la valorisation de l'entreprise ne s'effondrent pas. Donc ça, c'est vraiment un point très important sur la valorisation. Le financement, donc oui, c'est un point important. On évoque déjà comment on va financer cette reprise. Oui, on évoque très tôt. Pourquoi? Parce que si on devait prendre le parallèle, vous voyez, quand on achète, je dirais pas qu'on achète une entreprise comme on achète un appartement, mais c'est vrai que quand vous achetez un appartement et que vous dites au cédant que vous n'avez pas de conditions suspensives de financement, ça le rassure tout de suite, et donc ça peut vous permettre d'obtenir la signature d'une offre d'achat pour un appartement. En gros, quand on est sur une entreprise, c'est exactement la même chose. Donc la règle veut qu'il y ait une condition suspensive de financement, et donc on indique tout de suite dans la lettre d'intention, et on détaille un peu plus. C'est-à-dire que dans la lettre d'intention, on peut parfaitement indiquer, même si encore une fois il n'y a pas d'obligation, le montant de l'apport personnel du repreneur. Et si plus l'apport est important, et mieux c'est de l'indiquer, parce que ça donne confiance au cédant, ça maximise les chances d'obtention du financement. Et on indique effectivement le montant de la dette bancaire que le repreneur souhaite lever. Et c'est vrai que, j'ouvre une petite parenthèse, depuis quelques mois, on a des conditions de financement qui se durcissent un petit peu, et il y a encore 6 ou 9 mois, on voyait des taux d'intérêt autour de 1,2% sur 7 ans, parce que généralement la durée du prêt se fait sur 7 ans. Aujourd'hui, on est plutôt à 3,5%. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour les repreneurs de se financer. Et puis indépendamment du taux même du financement, on a ce qu'on appelle toutes les garanties personnelles, donc des cautions personnelles qui peuvent être demandées par les banques. Et aujourd'hui, malheureusement, là aussi, les conditions se durcissent un petit peu. Autre point, les principales modalités de la garantie d'actifs et de passifs. Ouais, exactement. Alors, effectivement, ça, c'est un point très important parce que c'est ce qui va faire que le cédant va continuer à être engagé après. C'est quelles sont les garanties que vont donner un cédant. Il faut savoir que sur une vente de titres de société, les garanties légales sont très limitées. Étant donné qu'il n'achète pas une entreprise, mais des titres, la seule garantie légale, c'est de dire qu'il en est bien propriétaire et qu'ils existent. Donc, on garantit, en gros, le contenant, mais pas le contenu. D'où l'importance d'une garantie qui va vous garantir la société en termes de respect, notamment du droit du travail, de la fiscalité, du patrimoine.
Et donc, c'est important, dès la lettre d'intention, d'évoquer les caractéristiques, parce que si elles ne le sont pas, on ne sait pas si derrière le cédant a déjà conscience, parce que quelquefois, un cédant ne prend pas tout de suite un avocat. Donc, il ne sait même pas ce qu'est une garantie d'actifs et de passifs. Donc, le fait de mettre, si je puis dire, les pieds dans le plat dans la lettre d'intention, ça permet de mettre en avant auprès du cédant qui va y avoir une garantie et d'évoquer les principales caractéristiques. On n'est pas sur le protocole, on ne va pas rentrer tout le détail, mais les principaux éléments qui vont être quelle durée, sur combien de temps le cédant va s'engager. Assez souvent, on va distinguer tout ce qui va être fiscal et social. On va parler de la prescription légale, donc jusque quand la société peut être tenue, avec une petite durée supplémentaire pour avoir le temps de réagir s'il y a besoin. Et tous les autres éléments, en général, on est sur 3 ans. Donc, la durée. On va évoquer également ce qu'on appelle un plafond, c'est-à-dire quel est le montant maximum. Et ça, c'est important parce que ça va être pour le cédant, il va dire « Ok, je sais que je ne pourrais pas aller au-delà ». Donc là, il faut négocier quel va être le plafond. Assez souvent, il n'y a pas de valeur exacte, mais on est souvent entre 10 et 30%. Plus la valorisation va être élevée, plus le pourcentage aura tendance à diminuer, plus la valorisation sera faible, plus le pourcentage augmentera. Et là, le fait qu'on soit, comme je le disais tout à l'heure, à la fois côté cédant et côté repreneur, c'est un gros plus pour nous. Parce que c'est un plus vis-à-vis de nos clients qui, quelquefois, nous disent « Ah ben non, mais moi, je veux être garanti sur l'intégralité. » On leur dit que non, c'est pas la normalité, c'est pas ce qui se fait. Et nous, quand on est du côté du cédant, on sait très bien que c'est pas le cas. Et de la même manière, ça nous permet de rebondir auprès de nos confrères conseils cédants pour leur dire « Mais vous pouvez pas nous demander une gap de 3% ou 5% sur une valorisation normale parce que ça n'a pas de sens. » Moi, pour faire l'anecdote, j'ai eu le cas d'un dossier il y a quelques années où j'étais côté cédant et le repreneur nous a demandé une gap de 90% du prix, chose qui est totalement inadmissible. 90% 90% du prix. Donc, ce qui veut dire que pendant les 3 ans, les vendeurs avaient une épée Damoclès au-dessus de la tête en se disant que va-t-il se passer. Le contexte du dossier faisant que les vendeurs voulaient absolument vendre, avaient une totale confiance dans leur société. Ils ont accepté, on les a avertis, ils ont accepté la gap garantie d'actifs et de passifs à 90%, elle a été activée au final pour 3 000 €. Donc ils ont bien fait, mais effectivement, c'est aussi notre rôle parfois de dire non, c'est pas acceptable. Donc on a vu la durée, le plafond, on a aussi également ce qu'on appelle un seuil de déclenchement ou une franchise, ça c'est un élément qui se distingue. La franchise, ça veut dire que tant qu'on n'a pas atteint un certain montant, on ne peut pas activer la garantie, et dès qu'on l'a atteint, on peut activer tout ce qui dépasse. C'est une franchise. Un seuil de déclenchement, à la différence, c'est que dès qu'on l'a atteint, ça va être activable dès le premier euro. Donc on pourra demander, si on a par exemple 10 000 €, si c'est une franchise et qu'on arrive à 12 000, on ne pourra demander que 2 000. Si c'est un seuil de déclenchement, on est à 12 000, on pourra demander 12 000. Et dernier élément, et non pas des moindres, c'est ce qu'on appelle la garantie de la garantie. C'est-à-dire que le vendeur vous garantit un certain nombre de choses, mais le risque derrière, c'est de se dire, ok, on l'active, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il y aura derrière les fonds la disponibilité pour demander l'argent? Donc bien souvent, on va demander une garantie bancaire. Ça va être une caution bancaire ou ce qu'on appelle une garantie autonome à première demande. Nous, on préfère usuellement avec Guillaume une garantie autonome à première demande, puisque c'est un engagement beaucoup plus fort de la banque, dans le sens qu'il est autonome à première demande, c'est-à-dire automatique. Vous l'activez de manière assez schématique, vous allez voir la banque, vous dites « j'ai activé la garantie d'actifs et de passifs, le vendeur refuse de me payer, je vous demande le paiement ». Et la banque ne peut pas opposer d'arguments, alors qu'une caution, la banque pourra tâcher d'opposer des arguments. Là aussi, au niveau de la garantie, on va sensibiliser nos clients sur le contexte du dossier et ce qui peut être demandé. Guillaume, vous le disiez tout à l'heure, on a quelquefois des opérations avec un crédit vendeur qui est donné. Donc, on a quand même un très bel effort qui est fait par le vendeur pour dire j'accepte qu'une partie du prix ne me soit pas payée tout de suite. Donc, quelquefois, ce que l'on va faire, c'est qu'on va accepter que ce crédit vendeur constitue la garantie de la garantie. Parce que le problème d'une garantie bancaire, c'est que pour le vendeur, il va devoir bloquer l'argent à hauteur de cette garantie. Donc, on va quelquefois avoir ce crédit vendeur qui va être mis en place. Alors, parmi les autres points, il y a les conditions suspensives. On en a un peu parlé. Exactement. Tout à l'heure, Guillaume, conditions suspensives et le calendrier. Oui, exactement. Donc, on va lister en fait dans la lettre d'intention les principales conditions suspensives pour pouvoir réaliser la cession. Donc, on a classiquement le financement, on l'a déjà un petit peu évoqué, je ne vais pas m'y attarder. Les audits. Donc là aussi, ça signifie quoi? Ça signifie que le repreneur achètera la société sous réserve que les audits qu'il va diligenter soient satisfaisants. Donc il y a différents types d'audits. Il y a un audit qui est réalisé par son expert comptable sur la partie comptable, financière, fiscale. Il y a un audit juridique réalisé par l'avocat, un audit social qui peut être réalisé soit par l'avocat, soit par l'expert comptable. Et selon le domaine d'activité, si on est par exemple dans l'industrie,
le repreneur peut parfaitement diligenter un audit des machines, par exemple, pour s'assurer qu'elles sont bien aux normes, qu'elles sont bien entretenues, parce que vous voyez, une machine, ça peut coûter 100, 200, 300 000 euros, voire plus, et donc si effectivement la machine tombe en panne 6 mois après, l'investissement sera énorme. Donc vraiment, ouais, les audits, c'est vraiment une condition suspensive indispensable. On a d'autres types de conditions suspensives. On peut demander un minimum de chiffre d'affaires, de trésorerie, de rentabilité. On peut demander à renégocier un bail commercial. On peut effectivement mentionner la loi Hamon que j'ai mentionnée tout à l'heure, donc le fait que les salariés soient tenus informés 2 mois avant la vente de l'opération. Donc ça, c'est une obligation légale. Et vraiment après, c'est vraiment faire du sur-mesure en indiquant des conditions suspensives en lien avec l'activité de l'entreprise. Vous voyez, par exemple, si elles dépendent d'un fournisseur unique, à ce moment-là, on peut demander à aller rencontrer ce fournisseur pour avoir l'aval de ce fournisseur et être certain que les relations commerciales continuent après la cession. Mais il y a quand même un point très important, un aspect vraiment très pratique, c'est que dans l'esprit du cédant, une condition suspensive égale une porte de sortie pour le repreneur. Donc nous, on a tendance à dire à nos clients, il faut effectivement vous protéger et mettre des conditions suspensives, mais il faut pas en mettre 50. Pas trop. Ouais, exactement. Effectivement. Un mot sur le calendrier. Ouais, le calendrier. Donc on va aussi là aussi préciser le calendrier sur donc la date de signature de la lettre d'intention, la date de réalisation des audits, la date de signature du protocole, la date des différentes conditions suspensives, notamment liées au financement, parce que toutes les parties ont en tête évidemment d'avoir un calendrier, se fixe un timing en se disant bon, à partir du moment où on signe la lettre d'intention, grosso modo 3 mois après, il faut qu'on ait signé qu'on ait réalisé l'opération de transmission. L'accompagnement du cédant, là aussi, savoir si l'aventure s'arrête ou si elle continue encore un peu. C'est important d'une part parce que c'est ça, montrer que ça ne s'arrête pas à la cession, mais on a besoin de l'accompagnement du cédant, ça c'est vraiment très important. Il faut savoir que curieusement, vous avez beaucoup de repreneurs qui reprennent des entreprises qui ne sont pas du métier. Donc, l'accompagnement du cédant est d'autant plus important pour qu'il se familiarise avec la technique, avec les équipes, avec les clients. Et donc, il faut traiter cet accompagnement. On a plusieurs aspects. On peut avoir l'aspect classiquement rémunération. Combien va être payé cet accompagnement? Est-ce qu'il est payé ou pas? On a même quelquefois un séquencement avec une première étape qu'on considère comme inhérent à l'opération de cession, donc qui ne sera pas rémunérée, et une seconde étape rémunérée. Et après, de manière très pratique, il y a aussi la durée et l'implication. On a des cédants, quelquefois, qui ont 62, 65 ans et qui n'ont qu'une envie, c'est de lever le pied et de profiter. Et on constate avec Guillaume que parfois c'est un sujet très sensible, et dès la LOI, on est obligé de rentrer dans le détail, à dire ce ne sera pas plus de X jours par semaine ou par mois, pour rassurer le cédant et qu'ils se disent « Ok, je vais accompagner, mais j'aurai aussi du temps pour moi. » Alors, il y a des cédants qui veulent lever le pied, puis il y en a d'autres qui veulent continuer à exercer une activité. Et c'est là où il y a un point qui est très important, c'est une clause de non-concurrence. Ouais, effectivement, oui, c'est vraiment primordial pour le repreneur. Et ça, dès la LOI, on le dit. Oui. Si. Dès la lettre d'intention, on le dit parce que c'est vraiment un point, c'est parmi les points les plus importants pour le repreneur, parce que mettez-vous à la place du repreneur, vous achetez une société et vous découvrez 3 mois après que le cédant a créé exactement la même société 500 mètres plus loin. Donc c'est évidemment quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on indique bien en termes de durée, généralement entre 3 et 5 ans. Et puis, il faut localiser, entre guillemets, cette clause de non-concurrence. Donc ça peut être une région, ça peut être un nombre de kilomètres à la ronde, ça peut être la France entière. Donc là aussi, vraiment très important. Ouais. Allez, puis le dernier point, c'est l'exclusivité, la confidentialité. L'exclusivité, on l'a évoqué tout à l'heure sur l'intérêt de la lettre d'intention, c'est ça, c'est que l'acquéreur, quand il signe, il va avoir une exclusivité qui va lui permettre d'avancer beaucoup plus sereinement, car il ne sera plus en concurrence avec d'autres personnes. Il va pouvoir commencer à chercher le financement, à faire ses audits, en se disant, voilà, là j'ai en général 2 mois, 3 mois, où j'ai personne d'autre à côté. La confidentialité également, parce que on l'a vu tout à l'heure, le cédant, vous avez 2 profils, celui qui part à la retraite, qui a déjà beaucoup communiqué, et d'autres qui veulent garder cette opération secrète. Donc ça, c'est vraiment important. Et parfois, ça peut être un sujet qui revient avec des confrères qui l'étoffent beaucoup plus que ce qu'on peut rencontrer habituellement dans les lettres d'intention, parce que ils veulent surtout pas que ça s'ébruite vis-à-vis des équipes, par peur que les équipes s'en aillent, parce que il faut savoir que le cédant, il a une double casquette pendant ce processus-là. Il est vendeur, mais il est chef d'entreprise. Donc, il doit préserver son entreprise, la faire fonctionner. Et s'il y a une erreur de communication ou une information qui se diffuse un peu trop vite, les équipes peuvent prendre peur et partir. Donc ça, c'est vraiment important au niveau de la confidentialité.
mais aussi au niveau des clients. Il faut bien souvent la confidentialité, ne pas parler auprès des clients pendant un certain laps de temps pour aussi ne pas leur faire peur. Donc vraiment un point important côté cédant. Alors ça fait beaucoup de points, mais est-ce que cette LOI, elle peut finalement être assez succincte aussi ? Bien sûr, je vous le disais, il n'y a pas d'obligation légale, donc on fait vraiment du sur-mesure. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à faire une lettre d'intention plutôt détaillée ou plutôt succincte. L'avantage de faire une lettre d'intention plutôt détaillée, c'est que du coup, on lève un maximum de lièvres dès le début de la discussion et donc on passe peut-être un petit peu plus de temps effectivement à négocier au début, mais c'est du temps qu'on gagne derrière pour la suite de la négociation, notamment pour la rédaction du protocole et de la GAP. Donc ça, c'est l'avantage d'une lettre d'intention détaillée. Le petit inconvénient, c'est que parfois, ça peut faire un petit peu peur à des cédants, surtout qu'on a souvent des cédants pour qui c'est la première fois qu'ils vendent une entreprise et donc du coup ils savent pas à quoi ressemble vraiment une lettre d'intention. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, ça peut être bien de faire une lettre d'intention plus succincte qui fait donc moins peur aux cédants. Ça permet d'obtenir une exclusivité assez rapidement, mais du coup, le revers de la médaille, c'est que comme elle est succincte, on n'a pas abordé tous les points. Donc certes, on est très content pour le repreneur, il a une lettre d'intention signée, mais rien ne dit qu'un mois après, les discussions vont pas choper parce qu'on n'aura pas évoqué, par exemple, en détail la garantie d'actifs et de passifs. Et là, pour le coup, il risque entre guillemets de s'engueuler, quoi. Ouais. Geoffrey, comment ça s'organise au niveau de la préparation ? C'est vraiment, la lettre d'intention, c'est vraiment un travail en équipe. On dit toujours que c'est un travail à 6 mains. On a les 2 mains de l'avocat, on l'a vu évidemment, mais on a également les 2 mains du repreneur et les 2 mains de l'expert comptable. Les 2 mains du repreneur pour faire tout ce développement qu'on a vu tout à l'heure sur qu'il se présente lui, qu'il présente ses qualités, son projet. Personne d'autre que le repreneur est mieux placé pour le faire. Et parce que aussi, il aura échangé avec le vendeur. On l'a vu tout à l'heure, il doit créer un lien de confiance avec le vendeur, c'est vraiment très important. Le préserver tout au long du processus. Et là, il va nous sensibiliser. Quand nous, on va voir l'approche négociation, l'approche juridique de la lettre d'intention, nous dire attention à l'accompagnement, appuyez bien, on en parlait tout à l'heure, que ce ne sera pas à plein temps, parce que ça risque de le braquer. Sur le prix, quelquefois, la trésorerie est un élément très sensible et on ne peut pas prévoir, comme disait Guillaume, un ajustement de trésorerie ou un critère de trésorerie, et on va devoir s'adapter. Donc vraiment très important. On a également 2 autres mains encore qui sont celles de l'expert comptable. Parce que dans le prix, il y a un élément fondamental, c'est le financier, c'est les critères de valorisation. Et donc là, on travaille très étroitement également avec l'expert comptable pour avoir une structuration de prix qui soit cohérente avec les caractéristiques de la société et le contexte. La trésorerie, on l'a vu avec Guillaume, vous avez le prix, ça va être la valeur d'entreprise et la trésorerie habituellement. La trésorerie, il y a plein de manières de l'appréhender. En termes de définition, en termes de référentiel, est-ce que c'est une moyenne? Est-ce que c'est la date de cession? Et ça va jouer selon l'activité de la société. Si elle est relativement linéaire, on peut partir sur une date de cession. Si elle varie énormément, il faudra être vigilant et partir sur une moyenne parce que vous pouvez vous retrouver à surpayer la trésorerie. Donc vraiment un travail d'équipe à 6 mains, ce qui permet d'aboutir à quelque chose qui est complet, structuré et cohérent aussi. Si on n'a pas ces 6 mains, on peut avoir une LOI qui n'est pas cohérente. Complet, structuré, très technique, effectivement. Et pourtant, certains repreneurs décident de rédiger eux-mêmes cette lettre d'intention. Pourquoi ? Oui, alors on peut le comprendre. Pour des questions de prix ? Oui, pour différentes raisons. On a effectivement pour des questions d'économie. Pourquoi ? Parce que la question de l'apport personnel est un point crucial pour les repreneurs. Et on peut comprendre que des repreneurs ne souhaitent pas forcément investir et solliciter tout de suite les services d'un avocat pour rédiger une lettre d'intention. On a parfois aussi, et on l'apprend après coup, du coup, des repreneurs qui n'osaient pas nous contacter immédiatement, pensant presque nous déranger, alors que non, c'est dommage, c'est notre métier, donc si nos clients commencent à nous déranger, il faut qu'on arrête ce métier. Donc on peut vous déranger dès cette étape-là, c'est primordial. N'hésitez pas à nous déranger. Quel est votre retour d'expérience dans ces cas-là, justement, quand un repreneur décide de rédiger lui-même ? Malheureusement, pas bon. Bien souvent, il peut y avoir des contresens ou des oublis, des choses qui ne sont pas abordées. On en parle beaucoup depuis tout à l'heure, la trésorerie. On a des clients qui vont avoir évoqué un prix sans du tout parler de la trésorerie, alors qu'on a une société qui a un trésor de guerre. Et là, pour le repreneur, il ne l'a pas précisé, mais pour lui, c'était dedans. Pour le vendeur, non, vous ne l'aviez pas évoqué, je le reprends avant de partir. Ou d'autres sujets, on a vu tout à l'heure, l'accompagnement qui n'a pas été évoqué, donc le cédant dira après, non, je ne vous accompagne pas. Et là, on arrive à l'opposé de l'inquiétude du client. C'est-à-dire que le client a voulu faire des économies potentiellement, et en réalité, il ne va pas faire des économies parce qu'on va devoir remettre à plat plein de sujets, et donc ça génère un coût et du temps aussi. C'est-à-dire qu'on va devoir consacrer du temps.
Et autre aspect très important, ça peut fragiliser la confiance du cédant. On l'a vu, la lettre d'intention, c'est pas un document qui engage juridiquement, mais pour le cédant, c'est gravé dans le marbre. C'est le socle des négociations. Donc si vous revenez sur ce que vous avez convenu, parce qu'il y a un élément nouveau qui n'a pas été dit, là le cédant, il sera peut-être pas d'accord, mais il peut l'entendre. Si vous revenez sur des choses alors que vous aviez toutes les billes en main, il va dire, mais attends, je comprends pas. On a signé quelque chose, pourquoi vous me demandez ça? Et là, vous risquez de rompre un petit peu la confiance. Et avec Guillaume, on va devoir œuvrer pour à la fois remettre à plat la LOI, tout en préservant cette relation de confiance ou ne pas la perdre. Quelques mots sur le formalisme. Cette lettre d'intention, on l'envoie, j'imagine, au cédant. Oui, alors on peut l'envoyer au cédant, mais pas que, exactement, Sébastien. En fait, c'est vraiment là aussi du cas par cas. C'est-à-dire que tout dépend comment le cédant est conseillé. On a parfois des cédants qui ne sont conseillés que par un expert comptable et qui n'ont pas encore pris d'avocat. On a parfois des cédants qui, dès le départ, ont leur avocat, leur expert comptable et même un conseil cédant. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on conseille toujours à nos clients, c'est vraiment de s'adapter. C'est-à-dire que si on a un intermédiaire, un conseil cédant en face, il faut l'envoyer au conseil cédant parce que c'est son rôle de jouer justement l'interface entre les parties. S'il n'y en a pas et qu'il n'y a pas non plus d'avocat en face, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on dit à notre client d'envoyer directement la lettre d'intention au dirigeant, au cédant. Et en revanche, s'il y a un avocat en face, à ce moment-là, on envoie par 2 canaux différents. C'est-à-dire que nous, on l'envoie à notre confrère et le repreneur l'envoie directement au cédant pour être sûr qu'il n'y ait pas de déperdition d'informations. Par voie postale ou chez un format électronique? Alors, aujourd'hui, alors il y a généralement par format électronique, mais ce qui peut se faire et si c'est possible, c'est que le repreneur aille directement présenter et remettre en main propre la lettre d'intention au cédant, parce qu'on a déjà dit, il y a un aspect psychologique qui est très important entre le cédant et le repreneur. Encore une fois, le cédant vend un peu son enfant. Hein. Donc, le fait d'avoir un repreneur qui vient lui représenter en main propre la lettre d'intention, ça peut être un petit plus. Ouais, ça doit être très apprécié, effectivement. Ouais. De combien de temps dispose pour sa part le cédant pour répondre à cette LOI? Alors, on l'a vu, c'est pas un document qui est engageant contractuellement, c'est pas quelque chose qui est prévu par le code civil ou le code de commerce, il n'y a pas de délai en soi. Maintenant, ça va être assez pragmatique et ça va dépendre du contexte. C'est-à-dire que, comme l'a dit Guillaume, on peut l'envoyer de manière dématérialisée, mais on a aussi 2 modes d'envoi. On peut le remettre sous format Word, donc un document de travail qui ne va pas être signé, ou un document PDF signé, voire même les 2. Pourquoi on se pose la question et quel est le choix? On va l'envoyer en document Word parce qu'on va envoyer un signal concret de dire on est ouvert à discussion. C'est pas un document figé, on va pouvoir échanger. Mais quelquefois, on a un cédant qui veut être rassuré. Et le fait de l'envoyer sur un format PDF signé, il y a une plume au bout, il y a une signature, donc c'est engageant. Et quelquefois, on l'envoie sous les 2 formats en même temps pour à la fois rassurer et montrer qu'on est ouvert à la négociation. Et ça va jouer sur le délai de réponse. Si on est en format Word, qu'il n'y a pas de signature, il n'y a pas vraiment de délai. Le cédant va prendre le temps qu'il faut. Maintenant, si au bout d'une dizaine de jours, quinzaine de jours, c'est silence radio, a priori, c'est pas bon signe. Ouais, c'est vrai. Par contre, si on l'envoie sous format PDF, on invite toujours nos clients à être assez prudents et au contraire d'avoir une durée de validité courte parce que il peut y avoir d'autres repreneurs et il faut éviter que nos clients servent de lièvre. C'est-à-dire que le cédant s'en serve comme un outil pour faire monter les enchères et dire regardez, j'ai une lettre d'intention signée à tel prix, montez les enchères. Donc là, dans ce cas-là, un délai assez court. À l'échelle d'un processus d'acquisition, que représente la LOI en termes de temps et de coût? Alors, c'est relativement rapide en fait pour rédiger une lettre d'intention. Il faut compter à peu près, d'une manière générale, à peu près entre 5 et 6 heures pour rédiger la lettre d'intention. Donc dans ces 5 ou 6 heures, ça comprend tout le temps en fait d'analyse des documents de la cible, donc notamment le dernier bilan, les statuts, le bail commercial, le cabis, etc. Le temps qu'on va prendre avec notre client repreneur pour échanger sur ce qu'il souhaite mettre dans la lettre d'intention, et puis ensuite le temps de rédaction. Et donc au bout de 5-6 heures, on a vraiment une lettre d'intention qui peut être envoyée à un dirigeant, donc ça représente un coût autour de, autour de 1200, 1500 euros à peu près. Donc ça, je vous dis, c'est ce qu'on constate généralement, c'est pas une norme. Et ensuite, il faut compter aussi un petit peu de temps, évidemment, parce que malheureusement, on n'a jamais eu une lettre d'intention qui revient signée au bout d'un envoi, et donc il y a souvent 1, 2, voire 3 allers-retours. Et donc, on a à peu près une lettre d'intention qui peut être signée au bout d'environ 10-12 heures. Et ces 10-12 heures donc, de travail d'avocat, mais sur l'échelle de temps, ça représente à peu près entre 1 et 3 semaines
entre le moment où on envoie la lettre d'intention et le moment où on a une lettre d'intention signée. Une toute dernière question, les étapes suivantes? Une fois qu'on a signé la LOI, justement le calendrier a balisé les choses, on va, le processus classique, faire les audits qui vont permettre de confirmer les caractéristiques de la LOI ou revenir un petit peu dessus. On valide les caractéristiques, on les affine. Protocole de cession sous conditions suspensives, auquel on annexe la garantie d'actifs et de passifs, ce qui va permettre à notre client repreneur de finaliser ses démarches auprès des banques. Une fois qu'il a l'accord de principe, il va constituer la holding de reprise qu'on a évoquée avec Guillaume. Et dernière étape finale, la réalisation de l'acquisition, ce qu'on appelle usuellement le closing. Et donc là, il concrétise son acquisition. Merci à vous deux, merci à Guillaume, Geoffrey pour ces précisions sur cette fameuse lettre d'intention qui est effectivement donc une étape cruciale dans la reprise. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce workshop.